Jean-Pierre Vigne, vous êtes luthiste, c'est-à-dire Oui. que vous pratiquez le luth et aussi d'autres instruments anciens comme le théorbe, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans votre vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que on vous a écouté et ce film vous est dédié. On aimerait savoir un peu plus pourquoi, comment vous êtes arrivé là. Bon, ben, c'est relativement simple. Faut remonter à l'enfance pour la jeunesse de ce qui va suivre. Mon père a voulu que j'ai une initiation musicale d'abord. Donc j'avais 7-8 ans, il m'a collé un violon dans les pattes. Oh, le prof de violon a tenu trois leçons. Et ensuite, pour être certain que je ne ferais pas de violon, je l'ai cassé. Je ne voulais plus de violon. Ah oui, Ah non, non. c'était extrascolaire, évidemment. Ah Hein. non, non, bien sûr, Oui. complètement extrascolaire. Et je ne comprenais pas pourquoi on voulait me torturer avec des machins comme ça. J'étais petit, j'avais 8 ans, 9 ans. Et puis bon, il a abandonné le projet, mais tout en poursuivant une espèce d'attente intérieure qui s'est concrétisée d'une façon assez bizarre. Un jour, il me dit, oh, bah, écoute, je vais t'offrir quelque chose. C'est uniquement pour décorer, Mathieu dit. C'est uniquement décoratif. Si c'est décoratif, ça n'engageait pas à grand-chose. Et ce qu'il m'a offert, c'est une guitare. Alors effectivement, dans les premiers temps, ça a été décoratif. Et puis, comme il n'était pas dans les parages et que j'étais seul avec la guitare, je me suis dit, je vais en savoir plus. Donc, je me suis trouvé avec cette guitare. Alors, de fil en aiguille, alors, c'est une époque où je commençais à écouter un petit peu la musique aussi, des disques, mais d'une façon tout à fait, sans m'impliquer du tout. Hein. C'était simplement, je trouvais des sons, tout ça. Bon, voilà. Et alors, cette guitare, d'abord, je l'ai accordée. Et puis ensuite, comme j'écoutais des disques 78 tours que j'avais trouvés dans le grenier de ma grand-mère, je me suis dit, je vais... à la guitare, j'écoutais pas mal de symphonies de Beethoven, et ça se terminait souvent par 2 accords. C'était ta 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 ta. Et alors à la guitare, j'ai retrouvé les accords. Puis après, ça a été ti ta 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 ti ta ta ta. Et puis je le faisais à la guitare. Alors j'écoutais la symphonie, et puis au moment de la conclusion, à la guitare, je m'amusais à faire la fin. Voilà, bon, ce qui m'a appris à faire quelques accords. Puis ensuite, je me suis dit, mais enfin, je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas le faire. Et alors mon père, qui voyait que je touchais un petit peu l'instrument, d'abord parce qu'il m'a payé les cordes, m'a euh, offert la partition de la cantate 147 de Jean-Sébastien Bach. Et la ligne supérieure était mélodique, était très très belle, et je voulais évidemment la reproduire sur l'instrument. Et c'est en voulant reproduire cette ligne supérieure que j'ai appris les notes, enfin à lire la musique sur donc la cantate 147 de Jean-Sébastien Bach. La ligne supérieure, j'ai appris à lire les notes parce qu'elles étaient voisines l'une de l'autre. Et puis bon, je me suis aperçu que je savais lire des notes au bout d'un certain temps. Mais je n'étais pas plus féru de musique que ça. Il a fallu un accident particulier pour que je m'intéresse, alors là, pour le coup, très directement à la musique en général. Il y avait un prof en quatrième de musique. Le pauvre homme, il était chahuté comme on le fait malheureusement trop vis-à-vis des profs de musique. Et à un moment donné, moi je faisais le fanfaron comme les camarades, sinon pire peut-être, j'étais absolument insupportable. Et à un moment donné, ce prof de musique nous demande le silence pour au moins qu'on écoute une œuvre. Et il passe cette œuvre dans un silence relatif, et puis après il dit, vous ne saurez jamais qui a composé ce chef-d'œuvre. Et là je jaillis de ma chaise et je dis, concerto de violon de Mendelssohn, numéro 2.
joué par, alors c'était Chrysler. J'ai vu cet homme pleurer. Il s'est mis à pleurer. Alors je me suis dit, il y a quelque chose là quand même. Qu'il y a un rapport entre les larmes et le fait que je donne simplement cette réponse de bravache. Alors comment je savais ça? Ben, c'est tout simple. J'écoutais donc ces fameux disques de ma grand-mère sur vinyle. Et je les ai écoutés et je regardais sur l'étiquette ce qu'il y avait. Et ça me rappelait la musique qu'il passait, me rappelait les disques enregistrés. Et ça, c'était quand? En quelle année? Alors ça, j'étais en quatrième. Alors, lycée? j'étais au lycée, comment dirais-je, en face de Claude Bernard. Voilà, c'était Claude À Paris, Bernard. donc, À Paris, ça. oui, c'était à Paris. Et donc, voilà, ça m'a marqué et du coup, je me suis plus intéressé encore à la guitare. Et comme je savais maintenant lire les notes, j'ai commencé à fréquenter les magasins de musique. Donc vous avez appris tout seul au bout du compte. Ah oui, je suis autodidacte en tout. Je suis autodidacte en tout. Ouais. Je supporte Mais pas avec les des profs. méthodes, avec des livres, ou c'était juste d'oreille? Non, c'est... je vais le dire. Mais votre père était musicien? Non, pas du tout. Ah oui? Non, lui, il jouait de la trompette de cavalerie. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Mais bon, il voulait que j'ai une petite éducation musicale. Il Et savait votre pas... mère également? Ah, elle aimait bien écouter de la musique. Ah. Quand elle s'est aperçue que je m'y intéressais, tous les matins, elle nous faisait écouter la radio, mais de la musique classique. Et alors donc, de fil en aiguille, entre la guitare, la radio, les disques, etc., je me suis constitué une sorte de petit bagage. Par exemple, après, je me suis intéressé aux concertis de violon de Bach, Jean-Sébastien Bach. Je peux presque les chanter par cœur, parce que je connais tout ça. Et puis ensuite, de fil en aiguille, d'autres pièces de musique. Et puis alors après, c'est formé le goût d'aimer plus tel musicien que tel autre. Bon, j'aimais bien Bach, j'aimais bien Mozart, mais j'aimais pas trop les cuivres et Stravinsky, puis je me suis mis à les aimer plus tard, évidemment. Enfin bon, bref, ça a été toute une progression relativement... douce, mais toujours autodidacte. Comme je l'ai dit juste il y a un moment, je ne supporte pas les profs. Donc vous êtes un prof qui n'aime pas les profs, finalement? Je dis ça parce que si je dis que je n'aime pas les profs, c'est parce que j'ai l'impression d'une mainmise sur moi que je ne supporte pas. Sur la créativité, en fait. Surtout, Ouais. surtout sur ma façon d'être, etc. Donc je ne peux pas accepter qu'on me dicte quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de parfaitement libre. Mais on n'est toujours pas au luth, là, on est encore à la guitare. Non, on est à la guitare. Alors d'abord, je me suis constitué un bagage à la guitare classique. Alors j'ai évidemment eu mon dieu à l'époque, c'était Andrés Segovia. Et puis ensuite ça a été Narciso Yepes, enfin à peu près c'est la même époque. Et puis après Joan Bream. Alors Joan Bream, ça a été une révélation qui m'a orienté tout doucement vers le luth, inconsciemment d'abord. Alors, comment ça s'est fait? Tout simplement, je passais beaucoup de temps à acheter des partitions. J'avais les disques de Segovia, tout ça, je retrouvais ça dans des bacs réservés donc aux partitions dans les magasins, rue de Rome, j'allais rue de Rome tout simplement. Et donc, je me suis constitué un bon petit bagage à la guitare classique. Et dans ce bagage, il y avait beaucoup de musique de la Renaissance. Or, les profs de musique à qui je m'en ouvrais, et puis d'autres personnes que je rencontrais, me disaient, mais oui, mais ça, ce sont des adaptations à la guitare du luth, de musique pour le luth. Ah oui, donc vous avez voulu venir à l'original. Et voilà, quoi. Ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, mais ça, c'est d'une façon assez tardive quand même. C'est-à-dire j'étais déjà dans la trentaine. Je faisais beaucoup de guitare classique, vraiment beaucoup. Et dans la trentaine, il m'est arrivé une bizarrerie aussi. Je vais toujours rue de Rome, donc. Je compulse les partitions. Puis à côté de moi, il y avait un monsieur qui avait dans les mains
des partitions bizarrement écrites, parce que j'arrivais à lire, c'était en lettres. Alors, étonné, je lui pose la question, enfin, qu'est-ce que c'est que cette écriture musicale-là? Et il me dit, oh, comme s'il était, s'il me parlait du paradis, c'est la musique pour luth. C'est comme ça qu'on l'écrit, ça s'appelle des tablatures. Alors, je lui ai dit, j'étais intéressé, je lui ai dit, bon, bah, c'est intéressant tout ça. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver des instruments comme ça, des luths? Il me dit, ah, écoutez, j'ai un très bon ami qui s'appelle Mathias Durvy, qui les fabrique encore à un prix qui est très abordable et qui les fait assez rapidement. Non, vous n'avez pas à attendre plus de 4 mois. Alors, je lui demande l'adresse. Je vais voir Mathias Durvy, qui était tout jeune à l'époque. Il avait, je sais pas, vraiment, il débutait. Il venait de l'école Boulle, lui aussi. Hein. Je dis lui aussi parce que mon fils, Ancelin, était à l'école Boulle. Et donc, je lui commande un luth d'Iran, comme on dit, vieux ton. Ça s'appelle comme ça en luth, c'est-à-dire c'est les luths qui permettent de jouer la musique de la Renaissance, principalement. Et effectivement, 4 mois plus tard, j'ai mon luth. J'étais content, mais je jouais en parallèle du luth et de la guitare, mais le luth, on va dire que je le jouais comme on joue de la guitare, c'est-à-dire que, bon, j'avais pas du tout la position du luthiste. Là encore, il a fallu que j'apprenne le langage des luthistes, mais c'est pas du tout sorcier, ça paraît comme ça un petit peu artificiel ou difficile à lire, mais c'est rien du tout, c'est une question d'habitude. Et donc, et puis alors, dans cette passion nouvelle qui surgissait, j'ai pu faire la connaissance à Bourg-la-Reine de celui qu'on peut appeler le pape de la lutherie ou du luth même en France. C'est Joël Dugaud. Et on est devenus amis, et c'est par son intermédiaire qu'en fait j'ai eu accès à toute la littérature de luth. Et surtout, c'était la manière qui convenait avec moi. Il n'y avait aucune hiérarchie, rien du tout de ça. Il ne faisait que des suggestions. Il me disait, tu devrais faire ci, ou voilà comment il faisait. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder les tableaux, ils se tenaient comme ça, etc. etc. Et donc, progressivement, je me suis effectivement installé dans la position du luthiste, et je me suis mis à jouer donc du luth Renaissance d'abord. Au même Mathias Durvy, j'ai commandé, au moment où je recevais le luth Renaissance, je lui commande un luth baroque, parce que j'avais appris entre-temps qu'il existait un luth baroque. Qu'il existait un luth baroque. Alors il m'a dit, ok, mais là il faut que j'attende 1 an. Donc j'ai attendu 1 an. Et alors, vous vous souvenez, Jean-Pierre, le prix que vous avez payé ces instruments, alors, on était en quelle année? C'était dans les années, on va dire 75, 76, 1975, 76. Ouais. Mais le prix, je m'en souviens pas. C'était en francs, franchement. Oui, c'était 1500 francs. J'ai aucune idée. Vraiment, ouais. Non, mais c'est pas très important. Mais d'une part, la seule chose que je sais, c'est que ce n'était pas très cher. Bon, voilà, c'était abordable. J'ai même pas besoin de faire d'emprunt. J'avais ça de côté. J'ai pu payer cash, on peut dire ça comme ça. D'autant que le luth baroque, comme je l'avais, le luth baroque, j'ai pu le, comme je savais qu'il allait, pendant l'année où je l'ai attendu, oui. Je mettais de côté, et puis voilà. Donc vous voilà avec 2 luths bientôt. Oh oui, mais ici avec ça. Et alors comment ça s'est passé la transition? Est-ce que de la guitare au luth, il n'y a pas eu de difficulté technique, ou est-ce qu'au départ ça a été difficile? C'est-à-dire qu'il fallait faire un choix à partir du moment où j'ai commencé à comprendre. Parce que tout ça, c'était empirique. Et effectivement, la manière de jouer du luth est quand même radicalement différente de la manière de jouer la guitare. Alors, il y a toutes sortes de disputes sur le rôle des ongles, enfin toutes sortes de choses qui moi ne m'intéressent pas parce que c'est des disputes à la Molière un petit peu. Et donc, mais c'est d'une façon empirique. J'ai appris par exemple qu'il fallait, je n'arrivais pas au début à faire ça, faire ce qu'on appelle pour le luth Renaissance, jouer pouce-index en posant le petit doigt sur la table d'harmonie. On joue pouce-index, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis après, quand j'ai maîtrisé cette petite technique, hop, je me suis rendu compte que c'était absolument essentiel.
pour la rapidité d'exécution de certains traits. On fait ta 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 ta, et c'était pouce index, pouce index, pouce index. Tandis qu'à la guitare, c'est vraiment les doigts sont perpendiculaires aux cordes et puis on les attaque bon, d'une façon qui comment dirais-je, qui les martèle un petit peu, qui les frappe, tandis que le luth ne fait que toucher la corde. Elle la prend à peine, elle l'effleure. Mhm. Et le principe du luth, mais ça j'ai eu du mal à contrôler cet élément technique, c'est qu'il faut jouer très léger, il ne faut pas du tout appuyer. La guitare m'avait appris à bien appuyer sur les cordes pour faire ressortir le son. Au luth, pas du tout, ce sont des instruments très légers et le son s'impose de lui-même à condition justement de ne pas appuyer dessus. Il faut vraiment l'effleurer. Et alors, donc, donc le luth, ça y est, alors vous jouez quelle pièce à l'époque? Ouh là là, alors là, écoute, là c'est compliqué là. Il y avait, bah, évidemment. Donc on est dans les années 70. Ah oui, 60, on va dire 80 maintenant. 80, bon, d'accord. Ces eaux-là. Ah oui. Et alors voilà, les auteurs que je me suis mis à jouer, c'est, on va dire, la Renaissance anglaise d'abord, avec Dowland, la Renaissance italienne. John Dowland. Mmh. La Renaissance italienne avec Francesco da Milano, mais enfin avec tous les autres, hein, partout, ça c'est juste des pôles. Et puis alors au baroque, le personnage central qui pour moi, dans mon innocence, masquait d'autres auteurs que je considérais malheureusement comme mineurs, cet auteur extraordinaire et omniprésent dans la littérature luthistique du baroque, c'était Sylvius Leopold Weiss. Donc voilà, j'étudiais ces gens-là, ces auteurs-là, à hauteur de ce que je pouvais avoir de partitions, parce qu'à l'époque, bon, c'était pas si facile que ça d'avoir les partitions. Mais par un jeu d'amis qui étaient habités par les mêmes passions, de photocopies, etc., on se constituait des bibliothèques. Et puis le CNRS publiait pour la Renaissance tous les luthistes français. C'était très très bien. C'était vraiment bien fait. Bref, on avait de la matière. Et donc, ce sont ces auteurs que je jouais. Et puis j'ai découvert après que derrière ces personnalités flamboyantes, il y avait tout un arrière-plan prodigieusement intéressant de luthistes peu connus ou qu'on commençait à connaître. Et donc je me suis mis à les étudier aussi parce que je pouvais y avoir accès, grâce à Joël Dugaud d'ailleurs. Je pouvais y avoir accès et alors progressivement, par exemple, j'ai joué les Espagnols de la Renaissance, qui est une pure merveille. Et puis ensuite j'ai joué les baroques français du XVIIe siècle. Tout à fait extraordinaire. Qui était Alors il y avait le Edmond Gautier, le premier, Gallo, Dubu, comment ça s'appelle encore, Mouton, il y a plein d'auteurs. Et les Espagnols en question? Alors il y a Luis Milan, ça c'est merveilleux, Luis Milan, Mudarra, Fuenliana, d'autres, etc. Je ne peux pas faire comme ça. C'est tout à fait remarquable, c'est des musiques extraordinaires. Bon, pour des profanes, ils le disent, ce sont des musiques ennuyeuses, hein. C'est vrai, parce que c'est une sensibilité, c'est une manière de percevoir la musique tout à fait particulière, très austère, mais magnifique, c'est sublime. Enfin voilà. Et donc j'ai donc étudié tous ces auteurs. Je me suis constitué un petit bagage là aussi, mais encore une fois, je n'ai toujours été qu'un amateur, et je m'en rends bien compte, c'est, entre un professionnel et un amateur, il y a un hiatus, hein, tout à fait considérable. Et, mais il y a des événements qui sont survenus dans cette espèce de progression, c'est que le luth Renaissance que j'avais de Mathias Durvie, qui était, comme on dit, à 10 chœurs, c'est-à-dire 10 rangées de cordes.
fait, n'était pas le véritable luth Renaissance. Hein. Il m'en fallait un, comme on dit, à 7 cœurs pour jouer dans Hollande principalement. Et donc, je me suis mis Mathias Durvie avait arrêté de fabriquer des luths. Et donc, je me suis mis en quête de quelqu'un qui pourrait me fabriquer un 7 cœurs. Et je suis tombé sur Oettinger. Alors, Oettinger, c'est un luthier suisse qui fait des instruments tout à fait remarquables aussi. Et donc, je lui ai commandé. J'ai eu un luth Renaissance d'abord, puis un luth baroque ensuite. Voilà. Donc, j'ai pu jouer sur d'autres instruments que les instruments de Mathias Durvie. Donc là, Jean-Pierre, vous en êtes au moment où donc vous venez de découvrir de nouveaux instruments, Oui. hein, plus avec votre luth à 7 chœurs, Voilà. baroque, renaissance. Ouais. Donc on est dans les années 80. Oui, 80. Oui, dans les années 80. Et, et là, vous en êtes tout, c'est-à-dire que vous commencez à vous produire un Alors, petit peu, voilà, comment ça voilà, se passe? oui, c'est très occasionnel. Alors, d'abord, il se trouve que le lycée où je suis, qui est un lycée que j'ai toujours beaucoup aimé, ce lycée Victor Duruy, m'a permis de m'introduire dans des milieux qui pratiquaient des salons musicaux. Et quand même, comme les luthistes, c'est une denrée assez rare, j'ai pu participer à ces salons musicaux jusqu'à aujourd'hui, je vais même dire jusqu'à avant-hier. Donc c'est une chose qui s'est trouvée en continu et qui me permettait de, sans comme on dit, se produire, ça me permettait quand même de me mesurer à un public. Bon, on ne peut pas dire que c'était vraiment toujours concluant, mais j'ai appris un petit peu à être en public par rapport à ces réalités, quoi.
Comment dire, alors pour maintenant des concerts, j'ai commencé à me hasarder à donner des concerts, effectivement. Oui, oui, j'en ai donné quelques-uns dans des petites églises. Et puis, ça a bien marché, oui, ça a bien marché. Euh, Genre dans l'absolu, mais je n'étais jamais content de moi, en fait. C'est vraiment l'aspect pas très positif, c'est que les exigences que j'avais vis-à-vis de la musique que je produisais euh, étaient trop hautes et ce que je produisais réellement, à mon avis, pour moi, était plutôt décevant. Mais le public ne semblait pas être très perturbé Oui. par ça du tout. Mais Hein. alors, d'où vient cette exigence de perfection? Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression que c'est dans votre nature, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'assez entier, d'assez perfectionniste, parce que c'est une quête d'absolu, une quête d'idéal, et forcément, la quête d'idéal est toujours un peu extrême, non? Non, je pense pas. Non. Je pense que la musique, justement, ne souffre pas de la médiocrité, justement. C'est ça. Or, bon, faut mettre les choses absolument à leur place. Euh, quand quand on fait un travail amateur, on a des exigences très hautes, etc. Non, mais ou Très bien. professionnel, c'est pareil. Oui, Parce ou que professionnel. qu'on soit professionnel ou pas, Ouais. la musique, dans ce Mais- cas-là, elle a besoin de perfection, Oui, voilà. dans tous les cas. Or, c'est toute une éducation quand même, je m'en suis aperçu au fil du temps, que de jouer en public. C'est pas du tout pareil. Quelque chose que l'on croit savoir absolument sur le bout des doigts, etc. En public, alors ça dépend du degré de déperdition. Quelquefois, ça peut être 70% de déperdition. D'autres fois, dans les meilleurs des cas, ça sera 10%. Alors là, c'est plutôt bien. On est à 10%. Et alors, donc oui, mais quand même, c'est vrai. Je me suis un petit peu produit à gauche, à droite, mais enfin, c'est pas quelque chose qui me marque. Alors, pourquoi aussi, enfin, quelles références j'avais pour pouvoir avoir cette prétention à la perfection? C'est tout simplement, par exemple, quand j'écoutais Julian Bream ou Paul Odette aux luttes Renaissance, c'était tellement éblouissant que je voulais faire pareil, quoi. C'est ça, c'était le phénomène de mimétisme. Mais c'était inatteignable. Mais surtout, celui qui m'a le plus impressionné, c'est quand même Julian Bream. Alors j'ai assisté à des concerts de Julian Bream. C'était Avenue Montaigne. Alors je ne sais plus comment s'appelle le théâtre de je ne sais plus quoi. Bon bref, j'ai assisté à une prestation de Julian Bream. J'avais payé assez cher la place pour être bien placé. Et bon, il a fait un entracte, il a fait une première partie, une deuxième partie. Et quand est arrivé l'entracte, alors j'ai toujours une manie, c'est quand je vais à des concerts, je regarde l'heure du début d'une prestation. Je regarde à quelle heure celui qui joue va jouer. Et donc je regarde, et puis arrive l'entracte, je dis quand même, je ne vais pas payer le prix de cette place pour 10 minutes de musique. J'ai l'impression que c'était très court. J'ai regardé ma montre, il avait joué 3 quarts d'heure. Je n'avais absolument pas senti le temps passer. D'une part, et d'autre part, il a joué la Compagnia, c'est le nom d'une pièce de Francesco da Milano, Canova da Milano, de telle sorte que je ne l'ai jamais plus retrouvé sous cette forme-là. C'était éblouissant, jamais, jamais. Oui, Jean-Pierre, vous m'avez parlé tout à l'heure en préparant ce tournage que Samson François, l'immense pianiste, vous avez un peu influencé. Alors, dans quelle mesure? Alors,
la mésaventure qui m'est arrivée par rapport à son dernier concert auquel j'ai assisté. Là, pareil, j'avais payé, c'était à Assas, dans la fac d'Assas. J'avais payé une somme coquette quand même pour assister à un concert de Saint-François. J'imaginais pas la suite, évidemment, donc concert de Saint-François, j'y vais. Je m'assois, et puis arrive au moment où il va entrer en scène, il entre en titubant, mais complètement ivre, et il y a un appariteur qui cavale derrière sur la scène pour le diriger vers le piano. Alors moi, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Alors là, je disais, mais quand même, payer cette somme pour un type complètement bourré, mais qu'est-ce que... Enfin, bon, alors j'ai pris mon mal en patience, et là, quand il s'est mis à jouer du piano, c'était une transfiguration. Il a joué, en particulier en deuxième partie, si mes souvenirs sont bons, la première partita de Jean-Sébastien Bach, c'était pour clavecin, mais il l'a joué pour piano, et c'était extraordinaire, c'était éblouissant. Donc je voulais parler un petit peu de Saint-François parce que j'ai appris que quelques semaines après, il décédait. C'était son dernier concert. Ah oui. J'ai donc assisté à son dernier concert. Donc c'est on va dire une émotion musicale qui est passée dans votre vie, un peu comme l'étoile. Ah oui, oui, non, vraiment extraordinaire. Et alors, dans votre pratique de lutte, qu'est-ce que ça a changé? Rien de spécial, c'est simplement qu'il existe. Bon, il existe des gens qui sont génies de la musique, voilà, qui réussissent à faire des choses comme ça. C'est pas voilà. Et d'ailleurs, j'ai appris que c'est un phénomène qui a atteint aussi Joan Bream. Il s'est mis à boire. Voilà, je sais même pas s'il est décédé actuellement. Je crois pas. Enfin, je crois pas encore. Non. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des gens qui m'ont marqué, on va dire. Ça. Et vous nous avez parlé aussi d'Hopkins Smith. Alors Hopkins Smith, c'est vraiment la référence pour le luth baroque. Là vraiment, c'était extrêmement utile de l'écouter pour toute une phénoménologie d'interprétation, etc. C'était vraiment un maître. Je dis c'était parce qu'il continue à se produire. Et bon, alors... J'ai assisté à certains de ces concerts. Le seul problème que j'ai ressenti, c'est qu'il fallait vraiment être très proche de lui quand il jouait, parce qu'il jouait d'une façon très 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 discrète. C'était magnifique, mais c'était très faible, très très discret. D'ailleurs, j'ai assisté quand j'étais à Venise il donnait un concert à San Giorgio, dans le couvent de San Giorgio. Donc je suis allé l'écouter. Et alors là, c'était assez marrant parce qu'il jouait de la vihuela. Et il a fait un récital de vihuela, c'est-à-dire de l'espèce de guitare espagnole, mais qui est très voisine du luth. Alors là, je savais qu'il jouait faible, donc j'étais vraiment au premier rang. Et alors, dans ce couvent vénitien, il y avait toutes sortes de bruits extérieurs, des cloches, du va-et-vient, les vaporetti qu'on entendait, enfin bon, bref. Alors, je me demande comment les gens du fond ont vraiment pu bien l'entendre. Mais ceci dit, le concert était exceptionnellement intéressant. Voilà, pour Hopkins Smith. Alors Jean-Pierre Vigne, moi il y a aussi des questions qui me taraudent un peu parce que j'ai un peu l'impression, mais peut-être que je me trompe, que finalement cette passion pour le baroque, pour la Renaissance, c'est aussi quand même une fuite par rapport à notre monde un peu fou dans lequel on vit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un peu de ça chez vous, peut-être comme chez d'autres, cette espèce de retour à une société moins délirante,
avec moins de technologie, avec moins de complications techniques. Aujourd'hui, si on n'est pas connecté sur Internet, on est relégué au rang de paria de nos sociétés absolument folles. Alors, est-ce qu'il y a de ça aussi ou pas? Parce que dans les années 80, on ne parlait pas d'Internet. Donc, c'est quoi? Pourquoi ce retour, finalement, vers ces temps passés? Est-ce que c'est par nostalgie aussi? Ou est-ce que c'est juste pour la question, on va dire, de la technique musicale? Non, non, je pense que c'est un peu le hasard qui m'a guidé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'engrenage, guitare, lutte, alors automatiquement on a accès à des musiques qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Et on va dire, moi je raisonnerais de la manière suivante, c'est qu'on se forge comme une sorte de sensibilité par rapport à une époque. Ceci est étayé au demeurant par la littérature. J'aime beaucoup la littérature du XVIIe siècle. Je lis énormément les mémoires, en particulier, ou alors du XVIIIe aussi, le théâtre de Marivaux, tout ça, c'est toute une sensibilité, toute une époque à laquelle j'adhère d'une certaine manière. Mais ceci dit, j'aime bien ce qui est contemporain aussi. J'aime beaucoup la musique contemporaine. Hein. C'est vraiment énormément. J'ai une grande passion pour Messiaen, Boulez. Hein. C'est plus ambigu, c'est très étonnant l'histoire de Boulez. Bref, tous les musiciens contemporains, dont j'ai pas le nom là en tête directement, qui sont des créateurs tout à fait remarquables, là j'écoute volontiers, hein, très volontiers, même je remets ça, j'ai ça. Et mon espèce de rêve secret, c'est de composer de la musique pour les luttes, on va dire musique contemporaine. Voilà, c'est d'apporter mon écho dans ce domaine. Voilà. Donc il n'y a pas je dirais, de nostalgie spécifique. Non. C'est une attirance purement, on va dire... de sensibilité, c'est d'éducation peut-être... historico-musicale, on va dire. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà, oui. Mais quelle que soit l'époque, j'aime ce que l'époque produit. Je sais pas... Bon, il se trouve que c'est... Je me suis pas limité à la musique baroque ou la musique de la Renaissance. C'est un peu les circonstances qui ont voulu ça. Mais j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au XIXe siècle aussi, autant dans la littérature que dans le théâtre, et puis, comment dirais-je, et puis la musique. Enfin, j'aime beaucoup la musique du XIXe siècle, hein. Beaucoup, beaucoup.
Jean-Pierre Vigne, donc pour finir cette interview qui est passionnante, parce que moi je découvre un monde aussi en même temps, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes d'aujourd'hui qui, alors je dirais pas ceux qui sont derrière leur petite tablette à s'exciter sur des jeux vidéo quand même un peu imbéciles, mais bon, qu'est-ce que vous diriez aux autres, c'est-à-dire à ceux qui voudraient, je ne sais pas, faire de la guitare ou jouer d'un instrument, quels seraient les meilleurs conseils que vous pourriez leur donner après toute cette carrière, je dirais? La première chose que je dirais, c'est justement, je m'adresserai volontiers d'abord à tous ces joueurs de tablettes, qui changent de dimension, qu'ils aillent vers quelque chose qui soit plus authentique. Et alors, moi, je leur conseillerais d'aborder un instrument. Alors, alors pour toutes sortes de raisons. Hein. Il ne faut pas demander aux enfants leur avis. Ça, c'est les parents qui... Il faut vraiment leur avis sera toujours négatif par rapport à ça, parce que dès qu'il y a un effort à fournir, puis alors c'est pas facile les débuts de l'apprentissage. Comme vous avec le violon d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est ça. Mais il faut que les parents jouent leur rôle aussi là. Et alors je pense qu'il y a deux instruments qui sont assez satisfaisants dans l'immédiat, tout de suite. C'est la guitare, parce que ce n'est pas très difficile d'accès au départ. Ensuite, la guitare permet de faire rapidement des accords, puis permet aussi aux enfants ou aux adolescents de chanter en même temps, de s'accompagner. Et donc, c'est pas limité à la musique classique, c'est une sorte de musique d'élite, là, tout ça. Non, pas du tout. Mais l'autre instrument sur lequel il devrait s'initier, c'est le piano. Moi, le piano, parce que les notes sont déjà toutes faites, il suffit d'éduquer ses doigts. Bon, moi, je me suis mis au clavecin il y a 10 ans, comme ça, pour m'amuser, et voilà, ça rend quand on... Alors, l'avantage de la musique, c'est que ça forme le goût, ça forme l'esprit, ça forme la mémoire, ça entretient la mémoire, et surtout, ça oblige à une pratique régulière, ce que ne savent plus faire les jeunes gens. Il faut jouer régulièrement. Parce qu'on n'apprend pas la musique en écoutant des disques. On apprend la musique en faisant. C'est là où le mot faire a son rôle absolument essentiel. Il faut faire des gammes. Ça dépend des écoles, tout ça. Moi, je suis contre tout ce qui est trop dirigiste. Mais laisser les enfants... il faut être rigoureux, mais il faut être rigoureux sans être autoritaire. Je pense que c'est ça pour les enfants. Et alors, moi, je vois là des parents, j'en rencontre, hein, des parents qui font attention à cet aspect de l'éducation des enfants. Et alors là, c'est merveilleux. Parce que j'ai fait la connaissance d'un petit garçon qui maintenant va sur 13 ans, mais... Sa grand-mère m'a dit, oh, il joue un petit peu de musique. Alors je lui ai dit, bon, bah écoute, joue-moi quelque chose. Mais je m'attendais à ce que ce soit au clair de la lune ou quelque chose comme ça. Il m'a joué du Prokofiev et du Rachmaninov à 13 ans. Alors j'étais ébloui parce que c'est tout à fait remarquable. Alors je l'ai supplié de ne jamais abandonner la musique. Parce qu'au moins, je lui ai dit, tu verras plus tard, l'avantage de la musique, c'est qu'on ne peut faire de la musique que si on est heureux. Maintenant, si tu te trouves avec des mauvais passages dans la vie, des moments où tu n'es pas très heureux, joue de la musique, ça te rendra heureux. Donc vous dites que finalement la musique peut sauver le monde. Le monde, ça peut sauver individuellement les gens qui veulent bien l'être. Je crois que c'est surtout ça. Mais je pense que c'est important. C'est important. Et puis alors surtout, l'avantage aussi de la musique, c'est que c'est chronophage. C'est-à-dire que quand on s'installe pour faire de la musique, on sait que au moins une demi-heure ou une heure de la journée sont bien remplies. C'est paradoxal un petit peu, mais je pense que c'est une réalité. Jean-Pierre Vigne, on peut parler aussi de votre fils, Ancelin Vigne, qui est luthier. Ouais. Comment est-ce arrivé? Parce que vous l'avez influencé. Comment il est arrivé là? Alors, d'abord... Parce que j'ai vu son travail, j'ai trouvé ça remarquable. C'est que quand il avait 14 ans, je l'ai mis avec un luthier qui s'appelle Carlos González, qui tenait un atelier rue Bargue. Et dans cet atelier de la rue Bargue, il a appris à faire des luttes. Donc il a appris déjà les gestes du luthier.
Et il garde son premier luth comme un bijou. C'est vraiment son premier instrument, il le garde, c'est ça. Donc, voilà, c'est son souvenir. Et donc il a fait l'école Boulle, et là, il a fait bon, tout le cursus du bois, et il a fait aussi sculpture, enfin en plus, quoi, tout ça. Et il a été reçu dans alors, une espèce de petit concours national, hein, le meilleur ébéniste de la jeune France. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. d'accord. Voilà. Donc il est ébéniste Il de était- l'école Boulle. Ah oui. Et c'est après qu'il s'est passionné pour les instruments. Alors, très vite, je lui dis, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la lutherie? C'est de l'ébénisterie portée à son Sur un extrême. instrument, Oui, 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 oui. c'était vraiment parce que c'est de l'ébénisterie destinée à produire du son. Donc, et alors donc il a appris, après, en fréquentant des gens qui fabriquaient des luttes, il a appris la lutherie. Et maintenant, je peux dire qu'il a... Là, par exemple, il est allé en Australie, il a travaillé avec un luthier. Et voilà, il a travaillé aussi avec quelqu'un qui fabriquait des violons. Enfin bon, bref, il s'est bien débrouillé. Il a appris toutes sortes de choses en matière de lutherie. Et en particulier, comment réussir à produire un son qui lui soit propre. Voilà. Et actuellement, je le remercie officiellement parce qu'il m'a fait un luth baroque français tout à fait exceptionnel. Il a terminé un luth Renaissance remarquable aussi. C'est pas parce que c'est lui, mais vraiment je le joue et bon, objectivement, il est excellent. Et surtout, il m'a fait un théorbe vraiment magnifique sur lequel je joue avec le plus grand plaisir.